Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs et auditeurs du Carrefour Média et bienvenue à votre émission de Ce soir ou jamais je change. Alors ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau un homme au parcours de vie exceptionnel. Après 15 ans de vie dans la rue, il a décidé de partager son histoire et aussi ses défis, mais aussi des espoirs à un nouveau départ. Bonsoir Monsieur Moïse et merci d'avoir accepté à cette invitation. Bonsoir, M. Cédric. Le plaisir est partagé. D'accord, le plaisir est partagé. J'espère que vous portez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs du Carrefour Média, cette émission est départagée en 3 parties. Donc, la première partie parlera du passé. Nous allons essayer de comprendre quelles ont été les circonstances qui ont mené notre invité Moïse à la rue. Et la deuxième partie parlera du tournant, c'est-à-dire le déclic du changement. Et enfin, la troisième partie parlera du présent et aussi de l'avenir. Ici, nous allons tout simplement essayer de comprendre comment Moïse s'est construit, alors se construit une nouvelle vie. Nous allons commencer maintenant avec la première partie. Alors Moïse, sans toutefois tarder, nous allons aller droit au but et expliquer tout ce qui se passe exactement. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter, nous dire comment vous avez eu à faire pour vous retrouver dans la rue? Merci de m'avoir accordé cette occasion et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Mon arrivée dans la rue, je vais aller directement parce que c'est moi-même qui a voulu me retrouver dans la rue. Oui, parce que j'ai voulu arracher ma liberté. Okay, je n'ai pas été maltraité à la maison, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais pour me retrouver dans la rue. C'est que j'ai voulu arracher ma liberté et c'est ça qui m'a fait me retrouver dans la rue. D'accord. Vous avez voulu arracher votre liberté, c'est ça? Oui. D'accord, vous comprenez parfaitement, Monsieur Moïse. Alors, quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez eu à faire face durant ces 15 ans de vie dans la rue? Comment est-ce que ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que lorsque j'arrive dans la rue, je tombe d'abord au marché central où je deviens porteur. Marché central de Douala. Oui, marché central de Douala. Je porte, là-bas je fais le porteur, j'aide les mamans à faire le marché et à la fin moyennant une petite somme. Exactement. Vous faites dans le transport des marchandises. Des marchandises, voilà. Ce qui me permet de survivre au quotidien. Au quotidien, à cette époque-là. Voilà. Je quitte donc de là et puis je viens à quoi? À quoi je deviens voiturier, j'aide les gens à se garer, en même temps je lave les voitures. D'accord. Oui. Et je continue la même routine. Et après je connais, j'entre dans une compagnie, donc je rencontre des amis qui ont le même problème que moi. Voilà. Mais seulement non pas. Voilà, les amis qui étaient dans la même situation. Dans la même situation, oui, exactement, qui ont la même situation que moi. D'accord. Bon, avec eux, on essaye de cheminer ensemble. D'accord, cheminer. Cheminer ensemble, malgré que on n'avait pas les mêmes objectifs. Oui, parce que moi, je cherchais juste quelqu'un ceux qui pouvaient m'aider à avoir une place pour dormir et avoir aussi quelque chose à manger. À manger, voilà. Voilà. Donc ça a fait, je me suis retrouvé dans la mauvaise compagnie. J'ai fait dans l'agression. Bon, je ne voulais pas, c'était pas de moi-même, mais c'est la compagnie qui me menait. Exactement. C'est ça. J'ai volé, j'ai agressé. Bon, à un moment de la vie, je le faisais plus de moi-même. Oui. Ça me frustrait beaucoup. Exactement. Oui.
Donc vous les faisiez justement parce que vous étiez accompagné des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes, Ok. c'est ça. Et ça m'a fait... On a fait un coup et puis on était recherché. J'étais obligé de quitter le pays. Quitter le pays. Oui. J'étais obligé d'immigrer clandestinement. Oh, clandestinement. Oui, Ok. immigrer clandestinement. En même temps, c'était pas... Ça ne venait pas de moi, c'est parce que j'étais au maquis. Donc, maquis, c'est un terme qui détermine lorsque vous êtes fuyard, vous avez fait quelque chose de mauvais et on vous recherche. Oui. Donc, c'est le maquis qui m'amène à immigrer clandestinement. Clandestinement, il faut préciser. Et quand vous avez immigré, comment ça s'est passé? Vous avez commencé à faire quel pays? Par quel chemin avez-vous pris la route? Je suis entré d'abord par le Nigeria. Par le Nigeria. Après, je suis entré par le Niger. Et puis, Niger, Algérie, Voilà. Algérie, Maroc. Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer pendant cette période-là, cette période d'immigration clandestine? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des mauvaises choses qui se passent en route, des mauvaises choses qui se racontent. Comment ça s'est passé? Ça n'a vraiment pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile parce que d'abord, quand à l'extérieur, vous ne connaissez personne. Justement. Vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère là-bas et puis vous n'avez pas de frère. Exactement. Oui. Et encore, ça peut être les amis avec qui vous avez cheminé, qui sont comme vos... comment je peux dire? Non, qui sont comme vos partenaires. Comme vos compagnons. Voilà. Compagnons de route. De route, exactement. Voilà. Bon, maintenant, comment faire pour survivre au fond? Exactement. Oui. Bon, je faisais dans les petits travaux, j'aidais les mamans à laver les assiettes dans les restaurants et tout, parce que là-bas, je ne pouvais plus continuer avec le même rythme. Exactement. Oui. Donc, j'étais obligé déjà de chercher quelque chose de positif, dans le positif pour essayer de survivre et puis continuer. D'accord, continuer le voyage. Oui, parce que l'essentiel c'était quoi? C'était de continuer le voyage. Donc voilà. Comme je n'étais pas quitté avec l'argent, je devais me faire de l'argent dans chaque pays là où j'arrivais. Exactement. Donc c'est un peu ça. Voilà, et pendant ce voyage-là, vous avez parlé de solitude, que vous étiez seul, vous n'avez pas de personnes avec qui vous pouviez échanger et tout. Comment avez-vous pu gérer cette solitude à ce moment-là? Je n'avais pas le choix, j'étais obligé. Les circonstances qui me... Comment je peux dire? C'est selon les... Voilà, exactement. Donc c'est selon les circonstances, je m'habituais et puis avec la grâce de Dieu aussi. Oui, avec le temps et la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui me protégeait. C'est un peu comme ça. Ok. Et dans ce voyage-là, ce parcours, avez-vous pu atteindre vos objectifs? Êtes-vous allé jusqu'au bout? Bon, je ne peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs puisque je suis arrivé à Melilla. Oui, je suis entré en Italie, mais en Espagne plutôt. Mais pour quelques secondes, parce que la Guardia civile nous a récupérés, nous a rejetés au Maroc. Donc vous êtes allé jusqu'en Espagne? Oui. Voilà, mais vous avez été refoulé. Oui, on a traversé la barrière de Melilla parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore trop en hauteur comme aujourd'hui. Donc vous avez été renvoyé? Oui, on a été renvoyé. Même d'abord au niveau de Melilla, d'abord on faisait des tentes pour essayer de dormir. Oui, en attendant le jour, on devait traverser. Exactement. Oui. Et même là-bas, même c'était pas facile parce que la police marocaine venait nous tabasser là-bas de temps en temps, casser nos tentes et brûler nos tentes que vous avez eu à construire pour le logement. Oui, et tous nos vivres. Oui, les gars cassaient, ils brûlaient ça pour que ça nous décourage. Pour que ça vous décourage. Oui. Et là, je vois vraiment, c'était dur, c'était vraiment difficile. C'était très difficile. Parce qu'on voit, vous êtes un peu identique. C'est même là-bas que j'ai perdu mes dents, parce que la Guardia civile, là-bas, c'est un peu comme, vous voyez un peu ici, le Don Quata. Donc, la justice populaire. Mais là-bas, eux, ils combattent l'immigration. Donc, ils appuient la police, la clandestine. Oui.
Donc ils appuient la police. Par là-bas, les policiers ont les armes qui ont les boules. Les boules là, ça, dès qu'on te lance ça, ça te... C'est pour te... C'est toi, c'est juste pour faire mal. Merci. Voilà. Juste pour te fragiliser. Bon, eux, la Guardia civile, eux, c'est le Don Quata, eux, c'est tout permis. Ils ont les lattes, les morceaux de fer et tout. Oui. Donc, si tu as la chance, tu sors vivant, mais avec un bras cassé ou peut-être... Tes dents cassées, voilà. Comme toi. À défaut de ça, c'est peut-être la mort. La mort. Oui. Alors, à cette période-là, vous avez décidé de rentrer ou alors on vous a renvoyé? On nous a refoulés. On nous a refoulés automatiquement. Jusqu'au pays? Non, jusqu'au Niger. Ah, au Niger, oui. D'accord. Et c'est au Niger maintenant que chacun donnait sa destination. Finale. Et, oui. Non, ça dit, comment je peux dire, le pays d'origine. Le pays d'origine, oui. Voilà. Et là, maintenant, on vous renvoyait. Okay. Donc, c'est comme ça que je suis donc revenu au pays. Voilà. Et à cette époque-là, quel regard portiez-vous sur des personnes que je pourrais dire des personnes normales, des personnes qui ont des maisons, des logements, qui ont des emplois? Quel regard avez-vous lancé sur eux à cette période-là où vous étiez sans abri, sans rien? Non, je n'en voulais personne. Parce que bon, c'est moi qui avais fait mon choix, donc je devais assumer. Assumer. Oui. Je n'en voulais personne. Je n'en voulais personne. Personne n'est le mal, la cause de mon malheur. Comment je peux dire de ce qui vous arrive. Oui, du fait que j'ai fui la maison, fugué quoi. Voilà. Personne, c'est moi-même. Vous avez décidé. C'est pour ça que c'est pour ça que même mon oncle qui vit encore aujourd'hui, monsieur Sergio Donné, qui a fait tout pour que je sois une grande personne aujourd'hui. Je le tiens un très grand coup de chapeau. Oui. Voilà. Je le tiens, parce qu'après la mort de ma maman, c'est lui qui m'a récupéré. C'est chez lui que je vivais, à Idéa, quartier Mbandachan de Ti. J'ai fréquenté à l'école Saint-Dominique Savio, là où le président de la République a fréquenté à la mission catholique. D'accord. Et en cette période-là, vous avez fait comprendre que c'était tellement difficile. On vous a frappé, on vous a cassé les dents avant de vous refouler au pays. Oui. Et vous savez qu'ici, chez nous, à Carrefour Média, nous ne sommes pas d'accord avec l'immigration clandestine parce que nous sensibilisons la plupart des jeunes qui ont pour objectif d'aller à l'étranger pour pouvoir travailler ou alors étudier. On ne refuse pas que les jeunes ou alors d'autres personnes immigrent du côté de l'Europe, mais il faudrait le faire légalement, il faudrait suivre la procédure normale, il faudrait aller dans des ambassades pour pouvoir suivre la procédure normale pour voyager. Donc ici au pays, on peut faire beaucoup de choses. Il y a de l'emploi, il y a aussi de l'auto-emploi. Donc nous encourageons tous ces jeunes-là qui ont pour idée, qui ont pour objectif d'aller du côté de l'Europe, de l'Amérique, de pouvoir bien réfléchir avant, parce qu'ici au Cameroun, on peut faire beaucoup de choses. Si je reviens sur les propos du chef de l'État, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de l'élevage. On peut faire avec ici au pays, parce que l'argent que vous utilisez pour ces voyages-là, ces voyages que la plupart des personnes perdent leur vie en route, donc vous pouvez utiliser cet argent-là pour vous lancer un petit business qui va pouvoir vous rapporter un peu d'argent de temps en temps, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui veulent avoir une forte somme d'argent instantanément, chose qui est impossible. Parce que si tu as un argent, une forte somme instantanément, ça voudrait tout simplement dire que tu fais dans le faux, et le faux, nous n'encourageons pas. Nous allons prendre quelques témoignages de ces proches à Moïse qui ont accepté de se prêter à notre micro avec la complicité de la réalisation. Quand mon fils est arrivé, il s'appelle Moïse Messomo. Quand il arrive chez moi, en tant qu'un enfant de la rue, je l'accueille avec les deux mains. Parce que j'ai vu, il n'est pas comme d'autres enfants de la rue. Il a suivi l'éducation après avoir fait la rue. Je l'ai trouvé comme un bon garçon et je l'ai pris comme mon fils. Il louait d'abord la petite chambre. Après, il a pris une grande chambre. Là-bas, ils étaient à 3. Et ils continuent toujours à être les 3 là-bas. Et chaque fin du mois, il paie mon argent, pas un problème avec lui.
Donc je trouve qu'il est exemplaire. Je le félicite. Et comme je fais le social, je l'encourage. Parce qu'on peut quitter la route pour venir un homme. Ça se fait, je connais. Il y a beaucoup des enfants qui ont passé par moi. Et je dis merci. Que Dieu puisse le garder pour devenir encore plus robuste et fort, plus qu'il est maintenant là. Merci pour votre présence. C'est un petit, il est venu en route, vous trouvez qu'il est venu parce qu'il voulait être avec moi. Par rapport, parce que je lui ai demandé que tes parents sont où, il me dit son parents sont au village, bon, il vient se chercher. Oui. Dès qu'il vient se chercher, il va rentrer. Quand il était avec moi, il se cherchait, il dormait, après le matin, il a les voitures, il se réveille, j'ai gardé son argent. Après, quand il a faim, je vais lui remettre son argent. Quand il veut partir au village, il dit qu'il va aller au village, je lui donne l'argent pour au village regarder sa famille. Là, il grandit toujours entre mes mains, il ne vole pas, il se bat. Il m'a prouvé, comme il avait dit, je lui ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, à l'heure actuelle, il n'est plus en route. Il a trouvé une studio là, il est là, il loue. Lui, il a déjà grandi, il n'est plus en route. Et puisque il grandit entre mes mains, et quand il a faim, il vient me demander. Parce que j'ai gardé son argent, je lui donne. Alors Moïse, nous avons pu écouter ces témoignages et nous allons revenir sur ce qu'a dit la dame. Elle nous a fait comprendre que vous restez, elle a pu vous héberger pendant un moment, mais vous payez son loyer. Au début, vous étiez à 3 dans une chambre, mais bien après, vous avez pu avoir une chambre pour vous toute seule. Et comment ça s'est passé avec cette dame? Vous avez eu à la connaître avant ou alors comment ça s'est passé, votre rencontre avec cette dame? Je vais commencer par le début. Exactement. Ok. Après mon retour au pays, quand je rentre au pays, je trouve d'abord que le dossier qu'on avait fait avant de partir était déjà mort. C'était déjà mort parce que le temps était déjà passé. Donc j'avais la libre circulation. Bon, je m'installe donc à Zépol. Je crois de ce papa que vous avez vu, c'est un commerçant ambulant. Oui, il vend les montres devant les épaules. Je me confie à lui, il me dit, bon mon petit, il n'y a pas de problème. Si tu es sérieux, on se rend. Ouais, voilà. Je vais garder ton argent et tout. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que je deviens? Je me transforme maintenant en griot. Je me transforme en griot, qu'est-ce que je fais? Je vais vers les gens et puis je leur fais un petit tataraco et puis ils me récompensent par quelques sous. Voilà. Un jour, je tombe sur la maman, la fille de cette maman, qui vient livrer, qui est fournisseur à Zépol, elle fait dans les popcorn, les arachides. Elle me dit, mais c'est comment? J'ai ma mère qui fait dans le social et toi, elle a une chambre. Comme tu dors dehors, et tu peux dormir là-bas en attendant. Elle m'amène donc chez sa maman. Je commence donc à dormir dans la chambre dont vous avez vu. Nous étions 3. Oui, exactement. Elle me prend comme une cible. Donc j'arrive là-bas comme une cible du social. Parce qu'en tant qu'enfant de la rue, elle s'occupe des enfants de la rue et des handicapés. Voilà. Elle fait dans le social. Donc j'étais une cible pour elle. Donc c'est de là donc, que je commence à dormir avec eux. Nous étions 3 dans cette petite chambre. Oui. Quand je commence donc mon activité, mon activité de vente de gadgets de voiture. Exactement. Bon, je vois que d'être dans une chambre à 3 et puis j'ai déjà un petit moyen de rémunération via mes petits bénéfices.
je me dis, bon, il faut que je grandisse. Exactement. Il faut que je prenne un truc un peu plus grand. Oui, vous avez eu besoin d'intimité, voilà. Exactement. Voilà. J'ai dit, bon, il faut aussi que j'essaye de me responsabiliser. Voilà. C'est là où je prends dans la chambre dont elle vous parlait. Exactement. Oui, je continue donc à lui payer. Je continue donc à lui payer. Normalement. Normalement, oui. Donc c'est un peu ça. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle m'a pris comme son fils. Exactement. Elle m'a supporté malgré mon statut, vu que c'est d'abord son domaine. Vu qu'elle fait dans le social. Exactement, donc c'est ça. Donc ça m'a aussi beaucoup galvanisé. Parce que c'est quand tu dors dehors, c'est différent de lorsque quand tu as un toit. Exactement, c'est différent. Oui, c'est différent de lorsque tu as un toit. D'accord. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs de Carrefour Média, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, que cette émission est divisée en 3 parties. Nous avons eu à parcourir la première partie et là nous entamons avec la deuxième. La deuxième, c'est le tournant. Ici, nous allons parler du déclic du changement et c'est avec ça que nous allons débuter cette deuxième partie, n'est-ce pas Moïse? Ok, à quel moment, Moïse, as-tu senti qu'il fallait que tu changes, qu'il fallait que tu arrêtes cette histoire de dormir dans la rue? Comment as-tu ressenti ça? C'est quand j'ai passé presque 6 à 7 mois de dépression. Dépression, voilà. Oui, parce que j'ai fait une dépression et je me suis dit, bon, je peux noyer mes soucis. Parce que déjà, j'ai oublié un détail. Quand je suis rentré au pays, de l'aventure. Oui, de l'aventure. Avant de commencer le travail. Oui, avant d'arriver à épaules, oui, j'avais d'abord peur. Peur de quoi? Du dossier que j'avais fait. Donc avant qu'on me dise que le dossier qu'on avait fait avant de partir était déjà mort, oui. J'étais encore dans les couloirs, oui, et je n'étais pas moralement stable. Donc ça m'a fait piquer une crise de dépression et je suis entré dans l'alcool, la drogue, j'ai voulu noyer mes soucis. Oui. Mais sauf que après tout ça, je revivais encore la réalité en face. Parce que la réalité me rattrapait toujours. Toujours la réalité refait surface. Voilà. Donc c'est un peu ça qui a fait en sorte que... Voilà. Ça m'a encore conscientisé. Après cette dépression, ça m'a conscientisé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais même comme ça? Il faut que j'essaye de me responsabiliser et chercher quelque chose à faire et vivre aussi dans le positif. Vivre comme des personnes, des bonnes personnes dans la société. Dans la société. Voilà, Moïse nous a fait comprendre que pendant 6 mois, tu as été dans la dépression, tu prenais de la drogue, tu consommais de l'alcool. Ça s'est passé comment? Tu te réveillais le matin comme ça et tu buvais de l'alcool. Ça s'est passé comment? C'était toujours par le canal de la compagnie. La mauvaise compagnie. Oui, ma mauvaise compagnie. Quand je les voyais faire, je disais aussi, bon, peut-être ça peut me faire oublier ce que je vis, ce que j'ai vécu. Voilà, pourtant la réalité refait toujours surface. Oui. Même quand tu prends plein de drogue ou alors de bouteilles d'alcool, tu vas toujours revenir à la réalité. Toujours. Ça, tu ne peux pas échapper. Jamais, on n'échappe jamais et la conscience aussi. Parce que toute personne a une conscience. Exactement. Quand tu te retrouves face à ta conscience, gars, si tu n'es pas fort parfois, ça domine même sur toi. Alors, Moïse, nous allons poursuivre. Quelles ont été les premières étapes concrètes de ce changement-là? Qu'est-ce qui a vraiment prouvé que vous avez changé? Quels sont les petits signaux qui ont émis avant que vous ne puissiez réaliser que vous avez changé?
Les premiers signaux ont d'abord été que j'ai d'abord abandonné la compagnie négative pour entrer dans le positif. Mais ça n'a pas été facile. Pas du tout. Ça n'a pas été facile parce que beaucoup ne croyaient pas. Il a fallu que je concrétise pour qu'ils voient vraiment que non, ce gars est sérieux dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Oui. J'ai commencé par les cache-nez à l'époque du Covid, devant les épaules, parce que c'était indispensable, donc tu ne pouvais pas entrer à c'était obligatoire. Voilà. Avant d'entrer, il fallait automatiquement que tu aies une cache-nez, sinon tu n'entres pas. C'est ça. Bon, après, dès que le Covid est fini, j'ai essayé de diversifier dans les gadgets de voiture. Je suis arrivé au Carrefour Tif comme un apacheur. Un apacheur, un chargeur. Un apacheur, non, un démarcheur quoi. Démarcheur, ok. Donc du genre, je prends la marchandise, je vends et puis j'ai... Les petits bénéfices en haut. Oui. Je vendais aussi en ligne. Bon, quand quelqu'un a besoin d'une gadget de voiture, je viens, j'installe dans sa voiture et puis c'est comme ça qu'un peu j'ai réussi à avoir ma propre marchandise. D'accord. Et pendant cette période-là, cette période de transition, avez-vous eu avez-vous eu des obstacles quand vous vouliez changer? Vous avez fait comprendre que vous avez commencé par vendre des cache-nez, ensuite vous avez commencé à vendre des articles des gens. Pendant cette transition-là, avez-vous eu rencontré des difficultés? Plusieurs. Okay, j'ai même été volé plusieurs fois. Bon, ça ne m'a pas découragé. Pas du tout. Parce que j'étais déjà focus dans mon objectif. Voilà. Oui. Puis j'ai rencontré plusieurs difficultés. Ok. Bon, à cette période-là, y a-t-il eu des personnes ou alors des organisations qui vous ont aidé ou soutenu pendant cette période? Oui, j'ai eu les mains levées, mais tu sais, il y a des gens qui te donnent parce qu'ils veulent se débarrasser de toi. Okay. Il y a des gens qui te donnent parce qu'ils veulent acheter. Surtout nous, les gars qui sont dehors. Bon, ce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a même d'autres qui partent faire des rituels pour venir prendre vos chances. Exactement. Donc déjà, le marabout lui dit, bon, prépare comme ça là, ou bien l'argent si tu veux atteindre cet objectif, fais un sacrifice. Tu vois un peu. Et les cibles les plus vulnérables, c'est les gars de la rue. Oui, parce qu'eux, ils sont comme le bac à ordures. Ils prennent tout. Rien. Oui. Justement. Donc, c'est un peu ça. Les gens m'ont tenu la main. Les gens m'ont donné les mains levées. Oui. D'accord. Bon, mais... On compte ceux qui sont vraiment vrais. Ceux qui sont vraiment vrais. Oui. En parlant de vraies personnes, nous allons encore jeter un coup d'œil du côté de la rue. Les personnes qui ont accepté de se prêter à notre micro pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils se sont dit, ou alors tout par rapport à Moïse. Nous allons écouter ces témoignages. Le souvenir de Moïse que je garde, quand il était encore dans la rue, il était lui-même abandonné à lui-même dans son sort. Il dormait à la rue, il dormait dehors. Bon, depuis un bout de temps, quand il est revenu quand même au milieu de nous, on a essayé de lui montrer comment se battre, comment il peut prendre quelque chose, il vend, on lui donne sa part de bénéfice. Et depuis un temps qu'il s'est adapté, il s'est beaucoup amélioré. Tout ce pour le moment déjà. Dieu merci, même qu'il est derrière chez lui, il a trouvé même une chambre où il loue. Il est arrivé déjà à survivre. Donc il a fait un très grand pas. Un enfant de la rue qui dormait dehors, aujourd'hui là, il est en location. Certes, ce n'est pas difficile, mais avec toute la volonté qu'il met sur le terrain et les conseils aussi qu'il écoute. Et oui, il tire beaucoup l'exemple sur nous, qui sommes là, parce que nous sommes les parents d'enfants. Donc, c'est ce que je peux dire de Moïse. Tout le monde a appelé à changer, vu la situation. En fait, c'est que l'encadrement où il était, c'était très difficile. Mais déjà, quand il a eu la volonté de venir lui-même déjà venu vers nous, essayer de parler, ça veut dire qu'il avait cette volonté de vouloir changer. Aujourd'hui, comment vous percevez son changement?
Bon, je perçois qu'il y a une très grande différence par rapport au passé. Il dormait d'abord dehors, il n'avait pas où dormir. Et de deux, tous les jours on voit, il se bat, on voit comment on lui donne un mouchoir, il vend les volants, les parfums, il se bat, il s'améliore. Donc il s'est vraiment beaucoup amélioré. C'est un truc que ce n'est pas un jour qu'il pouvait faire ça. Mais j'espère qu'avec plus de temps même encore, il va beaucoup s'améliorer. Chacun de lui prend ses responsabilités. Et avec le temps, il a aussi compris beaucoup de choses. Il a décidé ses responsabilités. C'est mieux. Honnêtement, je suis très fière de lui parce que je dors plus dans la rue. Mais la seule chose que je plaide maintenant, c'est qu'on essaie de voir comment moi je suis stabilisé ma vie sur moi, pendant le lui-même. En fait, avec lui, il n'est pas moi eu de problème. Mais c'est vrai qu'au début, moi, lui, on a souffert. Et on s'est compris. Vous savez, quand vous allez dans un nouvel endroit, il y a tout le monde. C'est aussi les petits qui après, à la fin, vous comprenez. J'ai compris qu'il n'était pas quelqu'un de mauvais. Bon, on s'est entendu. Et il m'entend très bien avec lui. Très bien. Je suis très fier par rapport à son changement de vie. Juste qu'on le tient à main et qu'il ne rentre plus à l'arrière. Parce qu'il y a un langage qui dit quand quelqu'un peut changer, accompagnons cette personne à changer. Nous ne sommes pas seuls parce qu'on peut le laisser seulement devenir très riche. Mais par contre, si nous sommes derrière lui, il va changer. C'est la bonne chose. Moïse, toujours avec nous en studio. Bon, Moïse, nous avons encore eu à écouter ces témoignages. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces personnes, pas la plupart, la totalité de ces personnes-là disent que Moïse, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un à soutenir parce que tout ce qu'ils ont dit était toujours positif, que du positif de Moïse. On s'attendait peut-être à entendre que non, Moïse dérangeait, Moïse faisait ceci, Moïse faisait cela, mais ça n'a pas été le cas. Tout ce que ces personnes disaient était toujours du positif. Concernant cette femme-là qui a donné son témoignage, qui a témoigné, elle nous fait comprendre qu'elle n'a jamais eu de problème avec vous, mais vous avez souvent eu des petits titillements et tout, mais à la fin, ça allait toujours. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé avec cette femme? Parce qu'elle nous fait comprendre que vous avez eu à vivre ensemble, parce que dans la rue, elle travaille dans la rue, et pendant cette période-là, vous étiez encore dans la rue. Comment ça s'est passé avec elle? Bon, avec elle, c'était juste des petits problèmes d'argent. D'accord. Oui, parce que elle fait dans... Comment je veux dire? Les filles qui... Oui, non, les filles qui perceptionnent l'argent de la mairie. Voilà, elle travaille à la mairie. Elle travaille à la mairie, voilà. Donc parfois, on avait souvent quelques petits contentieux d'argent. Bon. Parfois, l'usager peut lui donner 10 000. Que bon, voilà, à les 10 000 là, tu prends peut-être 5 000. Tu donnes 5 000 au gars. Bon, maintenant,
elle aussi essayait de tourner pour garder pour elle. Voilà. Parfois, c'était aussi l'inverse. Voilà. Donc, on peut tout simplement dire que c'était une revanche. Peut-être qu'elle a eu à vous faire cela et après, vous avez décidé de rentrer. Mais sinon, on s'entendait bien. Oui, elle a dit que vous vous entendiez très bien. Et l'autre monsieur qui a parlé, c'est votre collègue. Le monsieur qui a parlé, justement, c'est votre collègue, vu qu'il portait les mêmes gadgets que vous vendez dans la rue. Oui. Eux, au début, ils avaient peur de moi. Peur? Oui. Au début, quand je viens d'arriver, c'est avec le temps que... Il a fallu du temps pour qu'ils confirment que je ne suis pas celui qu'ils pensent. Voilà. Aujourd'hui, ils peuvent m'envoyer avec 100 000, 200 000. Je reviens avec... Sans avoir peur. Oui, sans avoir peur. Ils ne tremblent même pas. Voilà. Parfois, c'est moi qui passe souvent faire la totalité de nos achats. Voilà. Justement, parce qu'au début, vu que tu sortais de la rue, ils avaient cette petite peur. Ils étaient méfiants. Voilà. Ils étaient très méfiants. Voilà. Ils se disaient un jour peut-être... ils peuvent venir trouver que peut-être j'ai pris tous les marchandises, peut-être partir avec, ou bien peut-être me remettre un argent, peut-être et fuir avec. Mais après, ils ont compris que je n'étais pas du genre. C'était pas du genre. Oui. Justement, c'est avec le temps qu'on apprend à connaître quelqu'un. On ne peut pas juste juger quelqu'un par son apparence ou alors ses sorties. Ils t'ont donné un peu de temps et puis ils ont été convaincus que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un à ne pas craindre. Exemplaire. Voilà, quelqu'un d'exemplaire parce qu'on le voit là, tu faisais très bien ton travail, tu vas vers tes clients, tu proposes tes services et tout, et tu gagnes ton argent honnêtement comme une personne normale là. Alors nous allons poursuivre avec la troisième partie de cette émission qui porte sur le présent et l'avenir de toi, Moïse. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre réinsertion? C'est-à-dire, est-ce que ça se passe très bien? Avez-vous un logement? Avez-vous de quoi survivre? Justement, vous avez un travail. Avez-vous un logement, un bon logement pour vous? Ça se passe comment? J'ai un logement, comme vous avez vu. Oui, on a vu. Oui, ça se passe très bien. Ça se passe. Le bon Dieu au contrôle. Le bon Dieu au contrôle. Ce qui est sûr, et je prends ce qu'il me donne, je le prends avec deux mains. Parce qu'on dit toujours qu'il pourvoit selon les besoins de tout un chacun. Donc quand je me lève le matin, je lui rends grâce. Et le soir, quand je rentre, je me contente du peu qu'il a permis à ce que j'ai. Parce que ça ne tombe pas du ciel en même temps. Ça ne tombe pas du ciel, oui. Il faut... Même quand tu pries, tu dois accompagner la prière des actes. Voilà, tu ne peux pas rester à la maison, tu dis que tu vas prier et ça va venir te trouver, non. C'est pour ça que moi, je conscientise beaucoup la jeunesse. Celui qui va dire au Cameroun qu'il n'a pas à manger, c'est qu'il ne veut pas. C'est qu'il n'a... Donc, comment on peut dire ça, que c'est un paresseux. Parce que moi, j'ai des voisins au quartier, c'est des étrangers. Les gars dorment à 4 dans une chambre. D'autres sortent pour aller faire des ongles, d'autres sortent pour aller acheter du fer, d'autres sortent pour faire la cordonnerie. Mais beaucoup de métiers que nos frères refusent de faire. Mais des étrangers qui d'ailleurs viennent s'enrichir avec. Les gars qui achètent le fer là, c'est des étrangers. Des étrangers. Oui. Mais tu vas trouver un Camerounais qui te dit qu'il n'a pas mangé le matin. Alors qu'il peut bien prendre le pouce, marcher ses mains. Acheter ce fer et revendre. Il peut prendre un ciseau. Ce qui est sûr, Dieu bénit les mains qui cherchent. Toujours, il bénit les Dieu bénit les mains qui cherchent. Celui qui reste à la maison dit que non. Ou bien il monte, il descend, il dit que le papa qui est en haut là ne fait rien. Non. C'est d'abord nous-mêmes le problème. Justement, la jeunesse camerounaise est nous le problème. Toujours plongée dans la facilité. La facilité, oui. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est d'avoir des millions sans toutefois travailler. Même si tu veux qu'on t'accompagne, fais d'abord quelque chose. Exactement. On n'aide pas quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est assis plutôt. On aide quelqu'un qui veut
avancer. Qui veut avancer, qui a cette volonté-là. C'est ça. Voilà. Justement, ces jeunes-là dont je parlais, ce sont des personnes qui restent juste chez eux, ils sont assis, gaillardement assis, sans toutefois fournir aucun effort pour subvenir à leurs besoins personnels. Ils sont toujours là en attente de la facilité. C'est ces mêmes personnes-là qui sont plongées dans des vols, dans des agressions. Tu vois, dans la nuit comme ça, quelqu'un se lève, tu penses qu'il peut faire un travail normal, pourtant c'est d'aller agresser les gens. Aujourd'hui, au Cameroun, même le papier paye. Même le simple papier que tu ramasses là, les cartons là, que tu vois là, oui. Ça paye, ça donne l'argent. Voilà, vu que c'est dans le recyclage. Voilà. Le recyclage, c'est bien, c'est bien. Moi, je connais les gars que la rue a transformés. Je connais des gars qui sont riches aujourd'hui. J'ai connu un ami qu'on appelait Atangana. Bon, lui, ça a été une chance parce que un monsieur avait détourné l'argent de son patron dans une société et il venait cacher. Chez lui? Non, pas chez lui. Après d'un bac à ordures. Okay. Il voulait prendre ça le soir pour rentrer avec à la maison. Et mon ami dormait tout juste à côté. Mais il dormait en crocodile. Donc, avec un œil. Toujours prêt. Toujours prêt. Dès que le monsieur a caché le plastique, il est reparti. Mon ami, si curieux qu'il était, est allé voir ce qui était caché dans le plastique. Subitement, il arrive, il trouve que c'est les ballots d'argent. Wow. Ça, je n'avais Il a pris ça, il a pris ça et prend la poule d'escampette. Aujourd'hui, il a géré ça, c'est un grand aujourd'hui. Il fait dans l'import-export, il achète les voitures. Voilà, parce qu'il a eu un capital. Oui, mais les occasions comme ça sont rares. Très rares. Tu ne vas pas quand même attendre de rester dans la rue pour attendre que quelqu'un vienne cacher l'argent pour non, que tu... on n'attend pas. Voilà, c'était une grâce. Voilà. C'était une bénédiction voilà. à son égard. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc justement, nous n'encourageons pas ces personnes-là qui restent sans toutefois rien faire. Nous encourageons les jeunes, nous jeunes, à se lancer dans la créativité. Parce que l'État du gouvernement ne peut pas employer tous ces milliers de jeunes qui sont sans emploi. Donc il faudrait que ces jeunes-là utilisent leur intelligence et aussi le peu de ressources qu'ils ont pour pouvoir s'investir. Pour s'auto-employer. Pour s'auto-employer justement. Parce que non seulement ils vont s'auto-employer, mais ils vont également employer... Créer de l'emploi. Voilà. Donc justement, on encourage toutes ces personnes-là à mieux se concentrer, avoir de la vision et utiliser leur tête. Je connais des employés qui sont des patrons aujourd'hui, qui ont été employés pour des gens aujourd'hui, ils emploient des gens. Exactement. Donc rien n'est impossible. Le tout c'est d'avoir la volonté, la persévérance. D'accord. Et l'amour, surtout l'amour dans ce qu'on fait. Quand tu as l'amour dans ce qu'on fait, ça te galvanise, quoi. Ça t'encourage. Voilà. Alors Moïse, nous allons poursuivre. Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui vivent dans la rue, vu que vous avez été dans la rue? Ces personnes-là qui vivent dans la rue aujourd'hui veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas comment s'y faire, ils ne savent pas comment ils vont faire pour vraiment sortir de cette rue. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Le premier conseil que je vais d'abord leur donner, c'est ne pas se focaliser dans la rue. Donc, se dire, on ne va pas s'éterniser dans la rue. Prends la rue comme un canal, juste une étape que Dieu a voulu que tu passes par là pour te forger. Et sortir de la rue étant un modèle, un exemple qui peut pousser d'autres à te suivre. Parce que l'important n'est pas de vivre dans la rue. L'important est de prendre la rue comme comment je peux dire, comme une étape. Une étape de la vie. De la vie. Comme on dit souvent que la souffrance est une école de sagesse. Justement. Oui. Pour sortir de là et devenir le meilleur de soi-même. Voilà. Laissez la facilité, laissez le vol, laissez les agressions, laissez la drogue. Voilà les conseils que je peux donner à mes frères de la rue. L'hypocrisie. Soyons vrais. Et je veux aussi comment je peux dire, sensibiliser ceux qui ont peur des jeunes de la rue.
Dans la rue, il y a des bons, il y a des mauvais. Exactement. Dans la rue, d'abord, on ne se retrouve pas pour les mêmes causes. Comme je vous ai dit au départ, moi, c'est ma liberté. C'est moi qui ai arraché ma liberté. Par contre, il y a des gens, il y a d'autres enfants que c'est des problèmes de famille. Par exemple, la maman est morte, le papa a pris une autre femme. Parfois, c'est l'inverse. Parfois aussi, c'est le vol. Parfois aussi, c'est... Merci. Voilà. Parfois même aussi, il y a des enfants qu'on gâte mystiquement. Là, c'est vrai. Tu vois un peu. Oui, tu vois un enfant à la maison comme s'il est têtu. Tu le tapes, tu fais tout. Mais il est toujours têtu. Tu ne sais pas. Il ne change pas. Alors qu'on a pris son aura de l'enfance. Ça, c'est des phénomènes qu'il ne faut pas simplifier. Exactement. Il y a beaucoup que vous voyez dans la rue là. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas voulu être là. Ils ont été gâtés soit par un membre de la famille qui a vu une étoile. Merci. Donc, c'est un peu ça. Ne stigmatisez pas les enfants de la rue. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des bons, il y a des mauvais. Toujours. Mais prenez le temps d'écouter. Parce que dans la rue, il y a les meilleurs. Toujours les meilleurs. Je connais, je vous ai dit. Celui qui a eu sa chance. Voilà. Il y a même des grandes stars, des footballeurs, des boxeurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont passés par là, des influenceuses même, qui ont fait la rue. Parce que faire la rue n'est pas seulement dormir dans la rue. Hein. Moi, je connais des grandes sœurs qui sont arrivées dans la rue, c'était des prostituées. Aujourd'hui, elles ont attrapé le blanc. Aujourd'hui, elles ont eu le mariage. Aujourd'hui, elles ont eu le travail. Vous voyez un peu. Je te comprends. En même temps, je n'encourage pas les gens à venir dans la rue parce que tu vas venir dans la rue, tu vas te dire que non. Non. Non, justement, on n'encourage pas toutes ces choses-là, beaucoup plus la prostitution. Les enfants qui sont... ces jeunes à faire des ceux qui sont encore en famille, pardon, restez en famille. Écoutez les conseils de vos parents. Étudiez. Et surtout, ayez l'amour du prochain. Toujours avoir l'amour du prochain. Justement, nous allons poursuivre avec, toujours avec vous, Moïse. Selon vous, que pourrait faire la société pour aider ces jeunes personnes qui vivent dans la rue sans abri, sans de quoi avoir à manger, sans de quoi se vêtir? Qu'est-ce que selon toi la société peut faire pour aider ces personnes-là? Vu que tu as été dans la rue, tu connais comment ça se passe, les difficultés que ces personnes font face étant dans la rue. La première des choses d'abord, c'est retirer le stigmate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aspect négatif que les gens ont pour les enfants de la rue. Il faut d'abord retirer ça. Parce que comme je vous ai expliqué, on n'est pas dans la rue pour les mêmes circonstances. Exactement. Ça veut dire qu'il y a les bons dans la rue. Et les mauvais. Voilà. Et aborder. Parce qu'on dit l'apparence est trompeuse. Toujours. Moi, par exemple, j'ai été victime du rejet. J'ai été victime du rejet parce que ma morphologie, pour certains, se disait, hey, celui-là, c'est sûr que comme il n'a plus les dents dans la bouche, on est allé voler quelque part, on a cassé. Voilà. Donc, ça a déjà été réticent à un certain moment. Il ne m'abordait pas. Mais c'est avec le temps, ils ont compris que le gars là n'est même pas ce qu'on pense. Justement, avec le temps, ils ont eu à te découvrir. Voilà, c'est ça. Donc, retirer d'abord le stigmate là d'abord. D'accord. Vivre avec, donc côtoyer. Bien sûr que ce n'est pas facile. Pas du tout. Mais ce qui est sûr, Dieu va te conduire vers le bon. Si tu as vraiment l'envie d'aider. Si vous avez des habits que vous ne portez plus, de temps en temps, passez-vous les donner. Si vous préparez à la maison, ça ne vous coûte rien. Vous venez vous les donner un repas. Il y a des gars qui font dans la qui ont besoin de manger dans la rue, qui ont besoin d'assistance. Bon, maintenant, ceux qui ont des centres de formation qui peuvent aider à former des jeunes. Parce qu'il y a des talents cachés. Il y a des talents cachés. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ces formations-là. C'est ça.
Et ne vous découragez jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as pris un gars et que peut-être il t'a déçu, ne te dis pas que peut-être l'autre aussi va faire la même chose. Parce qu'en même temps, il ne faut pas négliger ce détail. Comme je disais, il y a des mauvais. Et tu peux peut-être, en voulant faire ton aide, peut-être, tu peux peut-être tomber sur un gars qui te vole tes chances. Non, pas qui te vole tes chances, qui te déçoit. Donc, qui ne respecte pas les attentes que tu avais pour lui. Et ça te décourage maintenant. Ça fait que tu ne peux plus aider l'autre. Parce que tu te dis forcément, il sera comme celui que tu as aidé hier et qui t'a déçu. Okay. Donc, si la société veut, et si vous voulez aider les gens, les gars de la rue, enlevez le stigmate là, l'image négative que vous avez pour eux. Abordez-les. Si vous avez des petits trucs à la maison que vous ne portez plus, faites-les des dons de temps en temps. Oui, là c'est tout à fait normal. Mais la plupart des personnes ont peur de ces gens sans abri. Parce que dernièrement, si je ne me trompe pas bien, il y a cela quelques semaines, il y a une influenceuse du côté de l'Europe elle a un concept sur son compte TikTok, c'est d'aller dans les rues, rencontrer cette personne-là et puis demander s'ils veulent passer une excellente journée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle les amène chez le coiffeur, faire des achats, acheter des vêtements. Ensuite, elle les amène dans un resto pour manger un bonbon. Après cela, ils racontent leur histoire. Alors, ce qu'a fait cette dernière, c'est qu'elle a rencontré un homme dans la rue comme ça. Et puis, elle a fait tout ça, elle a amené l'homme au resto, faire des achats et tout. Et quand l'homme a eu à raconter son histoire, tellement les gens étaient choqués parce que son histoire était tellement poignante. Au point où elle a dû ouvrir une cagnotte et en 2 jours seulement, des personnes ont contribué. Elle a eu dans ce compte près de 4 000 € dans le compte. Et après, elle a eu appelé le monsieur en question disant que non, on a eu 37 € parce que justement dans son compte, elle avait 20 €. Puis, elle n'avait pas 20, elle avait 2 000 €. 2 000 €, oui. 200 €, pardon. Ensuite de ce qu'elle a gagné collecté, lui, elle a appelé, vu qu'elle était, elle était tellement fière, l'émotion et tout. Oui, émotionnée, oui. Elle a appelé le monsieur pour faire comprendre qu'il y a de l'argent qui est entré. Comment faire pour te parvenir cet argent? Ce qu'elle voulait faire, c'était de retirer pour le lui donner à main propre. Oui. Mais bon, ce n'était pas possible parce qu'il fallait qu'elle transfère ça dans son compte. Donc, ce qu'elle a fait, elle a transféré les 25 €, 25 000 €, pardon. Et puis, il restait un surplus. Le surplus, c'était ce qui était déjà dans la cagnotte pour une autre entreprise. Voilà, pour d'autres personnes qu'elle devrait aider. Oui. Par la suite, le monsieur, il a dit non, tu dois m'envoyer la totalité de cet argent. Pourtant, au départ, il n'avait absolument rien. Oui. Il a commencé à être impulsif. Il n'avait absolument rien. Après, il a demandé à la fille de donner la totalité. Justement, elle ne pouvait pas donner cette totalité parce qu'elle n'avait pas cet argent-là. L'autre argent était pour des personnes, des personnes aussi souffrantes. Des personnes qui avaient le même cas. Voilà. Donc, du coup, ce que le monsieur a fait, il a poursuivi la femme en justice. Il a pris son argent et puis il a poursuivi cette dame en justice. Raison pour laquelle la plupart des personnes ont tellement peur des gens, oui, tellement peur des gens qui vivent dans la rue parce qu'ils pensent que les gens de la rue pourraient les faire quelque chose de très mauvais, quelque chose de pas bon. Donc du coup, avant d'aider, on ne dit pas que aider c'est mauvais, aider c'est bien, mais il ne faudrait pas juste aider comme ça. Il faudrait découvrir les personnes, les aider avec le peu que vous pouvez. On n'a pas demandé que vous donnez tout votre héritage à ces personnes de la rue, non. Pas du tout. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager, d'échanger avec vous. Votre histoire était tellement poignante. Donc, tout ce que nous vous disons, c'est merci. Et nous vous souhaitons du meilleur pour l'avenir.
Je peux... Tu as un mot? Ok, un mot. Je voulais ajouter un dernier détail. D'accord. Nous sommes déjà presque à la fin de Oui, l'émission. c'est des gens qui passent, qui vivent de la misère des gens. Parce que moi, quand j'étais à un niveau dans la rue, il y a des gens qui venaient prendre nos photos et ils allaient se faire de l'argent avec. Moi, j'ai toujours dit que si tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin des médias. Tu n'as pas besoin de filmer. Parce que la vraie aide, ça vient du cœur. Il y a des gens qui viennent comme s'ils veulent venir t'aider, alors qu'ils veulent se faire de l'argent avec ta misère. Justement. Tu comprends un peu? Parce que l'histoire du gars dont tu as encore parlé là, moi je vois ça dans deux sens. Oui. Justement, c'était pas... Je vois ça dans deux sens. Mais c'était juste une parenthèse pour expliquer comment ça s'est passé. Alors, monsieur Moïse, justement, j'étais en train de dire, on vous remercie pour cet échange. C'était vraiment poignant. Et tout ce que nous souhaitons, c'est du meilleur. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, chers amis fidèles auditeurs de Carrefour Média, c'est ici que prend un thème à cette émission de ce soir où jamais j'échange. Alors, à la supervision de ce programme, il y avait Olivier Blanchard et Coca. Et à la réalisation, c'est tout simplement monsieur Toka Marius. Merci de nous écouter et merci d'écouter nos différents programmes sur Carrefour Télévision.